Hello, ça y est, je crois qu'on est en direct. Salut tout le monde. Direct live. Ouais, Salut tout le monde. Salut, salut. Je vois qu'il y a une partie des gens de LGM, de Zio, ça c'est bien. Et il y a d'autres personnes que je connais aussi. Il y en a certains qui viennent du webinaire d'il y a 2 semaines aussi. Merci à ceux qui continuent à venir. Ça fait plaisir, ça veut dire que le premier a dû faire plaisir. ouais, n'hésitez pas aussi à participer dans le chat, hein. Vous êtes les bienvenus pour troller aussi les présentateurs. C'est Voilà. apprécié. Voilà. Alors vous savez, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas encore Sam, ouais, n'hésitez pas à le troller. C'est le genre de truc qu'il apprécie énormément. Et d'ailleurs, il aime bien troller aussi les participants, donc n'hésitez pas, vraiment. C'est ça exactement, ouais. Mais qui troll bien, châtie bien, non, c'est pas ça qu'on dit en C'est français. absolument ça. C'est absolument C'est ça. exactement ça, là, l'expression française. Exactement. Du coup, on va commencer du coup ce webinaire sur, en gros, comment on fait pour transformer vos devs en copywriter, mais plus globalement, en fait, on va essayer de vous expliquer comment inclure les parties prenantes de l'entreprise dans le content, dans la création de contenu, en fait. Et vous verrez en fait qu'il y a plein d'avantages à faire ça, et que c'est finalement pas si répandu que ça. Et pourtant, ça a énormément d'avantages. Et pour ça, Sam est là parce qu'il l'a fait pendant 2 ans au sein de sa boîte et il a plein de trucs à raconter là-dessus. Ouais, exactement. En fait, je vais raconter mon histoire et 2 ans de ma vie. Ça n'a pas duré juste 2 ans, mais s'il y avait 2 ans forts où, en gros, j'ai mis une strate de contenu en place pour une boîte et voilà, je vais vous partager ce que j'ai fait. Je ne vais pas dire que j'ai fait des choses toujours bien, mais voilà, ça vous permettra, je pense, de aussi vous, dans vos prises de décision, de peut-être aller de pencher plutôt d'un côté que de l'autre. Donc, on va peut-être lancer les slides, si tu Ouais, veux. vas-y, je te laisse partager ton écran. Ok. Salut François, salut Serge, salut Benjamin, salut Eric. Eric, je pense que ça t'intéresserait vachement, je pense, pour la grosse machine, il y a moyen que ça t'intéresse. Salut Jocelyn. Pareil, je pense que pour pilotir, etc., je pense que ça peut être super intéressant ce que tu verras là. Est-ce que là, Voilà, tu vas voir. et Ok, super, ouais, on voit ton truc. J'ai l'impression que l'écran est. Genre, on voit du noir au-dessus. ouais, Ouais. ouais, moi aussi, je vois du noir. Et là, c'est mieux? Non. Bah là, je te vois, toi, je te vois. On Alors, voit plus. les gars, voilà, il n'y a pas un mec de l'IT là qui peut m'aider à partager un écran là? Vas-y, ça Je va. recommence, je recommence, je recommence. En Réessaye, fait, sinon c'est moi qui partage. j'ai Pas grave. partagé là, j'ai partagé toute la fenêtre. Avant, je partageais que le tab. Ah bah voilà, ça va aller Là, mieux. c'est bon? Attends. Ouais, nickel, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Du coup, je commence, tu veux. Ouais, vas-y, ouais. Du coup, moi, c'est Jonathan de Zio, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis CEO et cofondateur de l'agence. On s'occupe de boîtes, principalement beaucoup de boîtes dans le B2B, beaucoup de SaaS. Et on les aide à exécuter des strates de grosses pour faire croître leur CA sur le digital. On a accompagné pas mal de boîtes comme là, je vous en ai mis quelques-unes. Alors, j'ai mis Luco, mais peut-être pas la meilleure des boîtes en ce moment à mettre en avant. Voilà, donc on a pas mal aidé de boîtes, beaucoup des startups, beaucoup des scale-up. On a pas mal de PME aussi. On a moins de corpos parce que c'est pas forcément facile de travailler avec des corpos en grosse. Mais voilà. Tu peux passer à la suite, je pense. Ouais, bah du coup, j'ai déjà dit ça. On a bossé avec plus de 500 boîtes. On les accompagne dans du SEO, du SEA, des strates de grosses de manière générale, du scrapping, etc. Très bien. Donc, à mon tour, donc moi, je suis fondateur de Sroo. Pour ceux qui connaissent, c'est un outil pour analyser les SERP, analyser vos concurrents, donc un outil pour le SEO, mais focus ses contenus, hein. Donc, voilà, l'idée, c'est de vous assister dans la partie de recherche. Donc, comment analyser la SERP, comment aussi ça vous aide à créer des briefs basés sur l'IA aussi. Donc, il y a une partie intelligence artificielle qui vous permet de gérer des titres, de créer la structure. Il y a aussi une fonctionnalité d'audit. Il y a aussi une fonctionnalité pour créer des cocons sémantiques, donc des topic clusters, donc regroupement de mots-clés. Donc, l'outil a 4 ans, est utilisé par aussi plus de 500 comptes ou clients payants, on va dire. Donc, par exemple, Mythic, OVH utilise et des boîtes américaines, Wix, par exemple, utilise aussi.
Donc voilà, je vous invite à l'essayer. Vous pouvez essayer gratuitement. Et ensuite, si ça vous plaît, n'hésitez pas à prendre des licences. Et d'ailleurs, il y aura certainement prochainement des promos pour le Black Friday. Donc inscrivez-vous et vous allez recevoir la newsletter qui va vous rediriger vers cette promo. Et d'ailleurs, j'ai une casquette Sroo, mais j'ai une autre casquette parce qu'on va le voir maintenant que en fait, Sroo, c'est une de mes activités, mais j'ai une autre activité en fait que je mets peut-être moins en avant sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si mes employeurs me regardent, bonjour. Donc, en fait, je bosse aussi pour une boîte, on va dire une SS2I en Suisse. Et on vend des projets pour les entreprises, pour les grosses boîtes. On vend des projets des implémentations de sites web. Voilà, donc j'ai ces deux casquettes. Et sinon, je vais vous parler de mon histoire un peu. Donc, c'est l'histoire d'un dev qui fait du SEO. Mais ça va au-delà de ça, ouais. Donc la petite blague, c'est l'histoire d'un dev. C'est pour ceux qui ont 40 ans, vous avez la référence. Mais en fait, c'est l'histoire d'un dev qui est devenu rédacteur. Et en fait, c'est ça que je veux dire par là, c'est qu'on va vous expliquer en fait mon histoire, l'histoire d'une agence qui a mis en place une stratégie de contenu, qui a créé du contenu avec des experts, qui a permis de ranker sur Google. Et au-delà de ça aussi, on va parler de prospection, on va parler aussi au final, de comment augmenter votre chiffre d'affaires en vous basant initialement sur du contenu. Voilà, donc le contenu, c'est la base. Le contenu, c'est important parce que le contenu, ça permet aussi de gagner la confiance avec vos prospects et avec vos clients. Donc voilà. Je fais petit aparté. À la fin du webinaire, il y aura effectivement, on vous mettra le lien pour le prochain webinaire, il y aura des cadeaux. Donc, restez jusqu'au bout. Voilà. Donc, comme je disais, ça va être principalement mon histoire, ce que j'ai fait entre 2019 et 2021, 2022, on va dire. En gros, je me suis fait embaucher par cette boîte qui s'appelle One Inside. Ça, c'était le site web quand j'étais embauché, donc assez dégueulasse. Et donc, en gros, pour raconter l'histoire, c'est assez simple. Ils m'ont dit, peut-être juste rapidement un peu de contexte. Si vous connaissez pas la Suisse, je sais pas s'il y a des Suisses d'ailleurs. Je vois pas le chat, mais s'il y a des Suisses s'il y a des Suisses ou des gens qui travaillent avec la Suisse, indiquez-le en commentaire. En gros, la Suisse, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a, on va dire, deux gros marchés. Il y a un marché alémanique, donc qui parle allemand, et un marché qui parle français. Et bien sûr, la Suisse, les deux marchés entre eux parlent anglais. Donc, la Suisse, c'est un pays où, en gros, pour faire du business, vous parlez allemand, anglais, français, et voire même italien. Donc, voilà un peu l'idée de la Suisse. Et donc, mes employeurs m'ont embauché en 2019 et m'ont dit tu sais faire quoi? J'ai dit je sais tout faire. Et ils m'ont dit tu sais parler français? Ben, bien sûr, je sais parler français. Donc, ils m'ont dit développe le marché en Suisse romande, donc la partie française. Et donc, bref, c'est un peu le contexte. Donc, voilà, développe le marché, trouve des nouveaux clients. Super. Moi, j'arrive, j'ai un site web comme ça. Donc, quand tu vois le site web comme ça, tu te dis, il y a des choses à faire. Il n'y avait pas de blog. On était expert Adobe. C'est pas mis en avant ici. Donc, bref, beaucoup de travail. Je vais vous montrer qu'il y avait beaucoup de travail à faire et je vais vous expliquer un peu le travail que j'ai fait pour justement mettre en place une stratégie de contenu qui va nous permettre aussi par la suite de prospecter avec ces contenus. Donc, ma mission, si je l'accepte, bien sûr, donc je vais accepter. Et alors là, direct, j'ai pensé, mets en place cette stratégie. Essaie de pense à la customer journey, donc pense au parcours client, pense funnel, pense étape, essaie de définir un calendrier aussi de publication parce que qu'est-ce qu'il faut aussi, c'est un point important, c'est venir régulièrement avec des informations, venir régulièrement avec du contenu. Donc tout ça, c'est un peu ma ligne directrice. Et on va voir maintenant différentes étapes qui ont permis justement de mettre cette strat en place. Donc d'abord, le premier truc à faire, c'est si vous bossez avec des clients ou si vous êtes aussi dans ce contexte-là, vous êtes embauché par une boîte actuellement et on vous demande de mettre en place une stratégie de contenu. D'abord, il faut comprendre ce que votre boîte vend, ça c'est clair. Ça paraît simpliste comme phrase, mais c'est clair. Comprenez ce que vous vendez. Et donc là, par exemple, là, je mets en avant les services de One Inside. Je suis pas là pour vendre les services de One Inside, mais vous comprenez quand même ce qu'on vend. Donc, en gros, on vend des implémentations de sites web basées sur les technologies Adobe Experience Cloud. S'il y a des gens qui connaissent ça dans le chat, c'est en gros c'est les CMS pour entreprise. Donc voilà, tous les CMS, le CMS pour entreprise Adobe, voilà, c'est utilisé par les plus grosses boîtes dans le monde. Et nous, en gros, on est une boîte d'intégrateurs, on est des intégrateurs. On va chez nos clients,
on leur installe le logiciel, on leur développe des trucs custom, des intégrations avec leur système tiers, etc. Donc, on a beaucoup de devs dans la boîte et on fait des gros projets d'informatique qui durent souvent quelques mois. Donc, voilà ce qu'on vend à nos clients. Et ensuite, étape numéro 2, clairement, comprendre qui sont vos clients. Et là, c'est important d'aller, on va dire, peut-être être un peu granulaire, aller dans le détail. Donc, moi, mes cibles, c'était bien sûr, comme je viens de le dire, des grosses entreprises, ceux qui peuvent se permettre d'acheter des licences de Adobe, et aussi ceux qui peuvent se permettre de faire des projets qui durent 6-12 mois et qui coûtent au moins un demi-million. Donc, des grosses entreprises. Mais après, dans ces grosses entreprises-là, moi, je ciblais particulièrement des gens spécifiques. Voilà, on peut parler de persona, mais voilà, il y avait des gens spécifiquement que je ciblais, qui étaient les chefs de projet, donc les PM, project manager, mais encore plus nichés, va dire, voilà, pas n'importe quel project manager, les project managers qui bossent dans l'IT, donc dans le département informatique, les project managers aussi qui bossent peut-être dans la partie web, les project managers qui bossent dans la partie marketing, mais en charge du site web. Donc un peu tous ces gens-là, c'était eux ma cible, et bien sûr aussi les directeurs, donc tous ceux qui sont en gros les chefs de ces chefs de projet dans l'IT et dans le marketing. Donc ça, c'était vraiment mes clients, on va dire, et mes cibles. Voilà, donc important de comprendre qui sont vos clients, parce que après vous allez voir qu'on va devoir écrire du contenu pour eux. Ouais. Et je rajoute juste un truc sur cette slide, mais en gros, moi je le vois souvent aussi au sein de Dezio chez nos clients. Souvent, on a une vue assez claire de qui on va aller taper, par exemple les PM, comme l'a marqué Sam là, mais on ne segmente pas suffisamment non plus sur les boîtes. C'est-à-dire que là, Sam il parle des départements dans les boîtes, mais on pourrait aussi imaginer par secteur d'activité, etc. En fait, plus on va dans la segmentation, dans la profondeur, plus on aura des réponses et des besoins clairs, exprimés et simples à adresser. En fait, on va pas parler de la même façon à une boîte qui fait de l'énergie, genre Engie, j'en sais rien, et une autre boîte qui est Airbus, qui fait de l'aviation. Bah, déjà, ça, c'est une manière de segmenter. C'est pas simplement c'est des grosses boîtes et les PM dans les grosses boîtes, ça peut aussi être leur secteur d'activité, leurs objectifs, enfin, plein de choses comme ça. Et c'est super important de comprendre ça. Bon, c'est Persona, ICP, etc. Pour tous ceux qui connaissent, c'est super important. Ouais, clairement, ICP, je l'ai pas mis là, mais j'avais mon Ideal Customer Profile qui était en gros les grosses entreprises, clairement, mais j'avais moi ciblé des gens qui avaient déjà une technologie en place. Vu que je voulais vendre du AEM, c'est Adobe Experience Manager, c'est le CMS d'Adobe. Donc moi, je ciblais clairement ces boîtes-là. Donc en gros, en Suisse, il y avait une cinquantaine de boîtes à peine. Hein. Mais voilà, si on fait un truc vraiment ciblé, 50 boîtes fois peut-être 20 personnes, ça nous fait un gros paquet de personnes à contacter. Et donc voilà, c'était vraiment ça ma cible, c'était cette niche-là. Et donc, c'est qui vos clients? Ça, c'est important de comprendre. Mais après, donc voilà, le but, c'est de leur envoyer du contenu. Voilà, c'est ça notre but final, c'est qu'on va leur envoyer du contenu. Donc le cadeau là, c'est le contenu, parce que pour moi, un contenu, c'est un cadeau, c'est-à-dire que vous leur apportez de la valeur, vous les éduquez, vous les guidez, vous les aidez à résoudre des problèmes. Donc c'est un cadeau que vous leur donnez avec ce contenu-là, et on va gagner la confiance justement en leur partageant justement des contenus. À l'époque de Zafamino, on appelait ça, on disait pay it forward, mais en gros, c'est un peu l'idée, quoi. On leur offre des choses pour qu'on reste dans leur tête, parce qu'on a montré, on a prouvé notre valeur, on a prouvé que, en fait, on répondait vraiment à leurs besoins, quoi. Ouais. À leurs problématiques à eux. Et un truc, voilà, dans mon approche, je pense toujours à aligner mes contenus avec les questions des clients, voilà. Et donc là, à ce moment-là, quand vous pensez à vos clients, quand vous êtes dans cette phase-là, pensez aussi aux questions qui se posent. Voilà, par exemple, un chef de projet pourra se demander, mais quelles sont les étapes pour mettre en place ce type d'outil? Quel est le process? Quel est le coût? Voilà, quels sont les risques, etc. Donc, essayez déjà de penser quelles sont les différentes questions qui vont les amener à leur solution finale. Et là, on va justement, enfin, on va aller au slide d'après voir les étapes, mais je vais mettre en avant un livre. Et vous allez trouver le lien affilié dans les commentaires. Non, je déconne. Mais ouais, donc ce livre-là, juste pour, vous êtes tous francophones, j'imagine, dans le chat, mais c'est un livre qui est écrit en anglais, mais franchement, il est super. C'est Ask You Answer. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui vendait des piscines en 2008-2009. Donc 2008-2009, aux États-Unis, il y avait la crise des subprimes. Après, ça a touché l'Europe et la France. Mais cette personne-là s'est dit, j'ai commencé à faire un blog pour vendre des piscines. Je vais lister toutes les questions que mes clients me posent et j'ai commencé à créer des articles de blog.
Et aussi, qu'est-ce que je vais faire quand je vais aller prospecter? Au lieu de prospecter juste comme ça, comme un bourrin de commercial, je vais leur envoyer des articles de blog avant d'aller prospecter pour qu'ils commencent à lire et que quand j'arrive chez eux, ils sont déjà un peu éduqués et qu'ils ont déjà des bonnes questions à me poser. Donc, en fait, clairement, on parle d'inbound marketing, là, on parle de copywriting, mais cette personne-là qui a mis en place, en gros, enfin, qui vendait des piscines, s'est posé ces questions-là et je recommande vraiment ce bouquin-là parce qu'il est vraiment super intéressant. Et c'est un peu ce bouquin-là qui dicte ma stratégie. Et donc, comprendre aussi l'étape 2, comprendre le parcours client. On parle souvent de parcours client. Donc, si vous êtes fan de Inbound ou si vous connaissez un peu HubSpot, voilà, il y a Attract, Convert, Decide. Enfin bref, vous voyez un peu les différentes étapes. Moi, ce que je veux dire par là, c'est pensez vraiment au parcours de votre client. Voilà. Donc, moi, dans mon contexte à moi, j'ai vraiment défini son parcours. Je n'ai pas fait non plus de manière trop complexe. J'ai mis 4 grosses étapes parce que je me suis dit, qu'est-ce que mes clients font? Leur but, c'est au final de mettre en place, disons, un site web ou un projet informatique. Première étape, ils vont rechercher, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver une nouvelle solution, peut-être une nouvelle solution technique sur le marché pour justement la mettre en place dans leur entreprise. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est préparer ce projet-là. Donc, qu'est-ce qu'un client doit faire? Il doit faire un business case. En général, c'est-à-dire qu'ils doivent préparer en interne un gros document qui va expliquer à leur management, on veut faire ci et ça, avec cette techno, ça va nous coûter ci. Il y aura toutes les étapes pour mettre en place, ça va être ces étapes-là. Donc, dans la partie préparation, ils doivent vraiment comprendre les étapes, le processus pour mettre en place cette solution-là. Ensuite, une fois qu'ils ont fait leur business case, ils évaluent des partenaires, ils évaluent des solutions. Donc, souvent, ils font des appels d'offres. Et là, pour les appels d'offres, il y a aussi un type de contenu qu'ils ont besoin. Et ensuite, une fois qu'ils ont choisi le partenaire, choisi la solution, qu'est-ce qu'ils font? Ils exécutent. Ils sont en train de mettre en place leur site web. Donc, ça, c'est en gros les phases. Bien sûr, on pourrait être un peu plus spécifique, mais moi, ça m'a suffi ça m'a suffi comme parcours. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est pensez au parcours de votre client et mettez vraiment des phases qui correspondent vraiment à ce qu'il fait. Et là, ouais, donc là, on parle bien de One Insight, mais par exemple, si je prends Srou, par exemple, prenons Srou, Srou, le parcours des utilisateurs de Srou, c'est pas du tout le même. Et de Zio, c'est pareil. Donc, pensez vraiment au vôtre, mettez-vous à sa place et regardez un petit peu des trucs sur le Customer Journey, en gros. Il faut vraiment se mettre à la place de user et limite imaginer toutes les étapes. Là, il clique là il fait ça, là, il fait ci, là, il fait ça. Le plus détaillé, le mieux ce sera. Puis après, vous killez tout ce qui n'est pas nécessaire. Vous regardez que ce qui est vraiment le grosse maille et ça suffira. Ouais. Mais faites-le pour vous, c'est super important. Après, je pense que ce parcours, il est assez propre aux agences. Si vous êtes une agence et vous vendez du service à des entreprises, vous avez certainement ce type de parcours pour vos clients. Donc ça, vous pouvez à la rigueur le piquer. Et ensuite, on s'est posé des questions. Donc maintenant, essayez de nous mapper déjà un peu à l'arrache. C'est pas la peine d'être super propre à ce moment-là, mais essayez de comprendre quel type de questions vont se poser à chaque étape. Donc, en gros, pour moi, la partie recherche, on va dire, les gens peuvent se poser la question, c'est quoi CAT, donc la catégorie. Donc ici, c'est quoi un CMS, par exemple? C'est quoi le produit? Donc AEM Cloud, qui est mon produit. Et ensuite, peut-être, une fois qu'ils ont… Donc là, ils font des recherches de produits. Donc moi, il faut que je sois présent peut-être avec le produit que j'intègre. Ensuite, préparer, c'est comment démarrer un projet, quels sont les risques, est-ce que ma société est prête? Voilà. Posez-vous les questions que les gens peuvent se poser à ce moment-là. Ensuite, quand ils évaluent, c'est quoi les coûts? Est-ce qu'on ouvre un appel d'offres? Est-ce qu'on veut des refs? Là, vous voyez, je n'ai pas mis que des questions, j'ai aussi mis un peu les actions qu'ils vont faire. Parce qu'à un moment donné, dans la phase d'évaluation, il faut qu'on comprenne qu'il y a un appel d'offres qui va être ouvert et ils vont vouloir des refs, c'est-à-dire des références clients pour valider le bon partenaire. Et ensuite, dans la phase d'exécution, aussi, ils vont certainement vouloir des bonnes pratiques pour builder la solution. Et aussi comment gérer le run. Donc, si vous connaissez build et run dans les grandes entreprises, c'est les deux grandes phases où on construit la solution et ensuite on la maintient, on fait la maintenance. Donc, il y a plein de questions qui se posent à chaque étape et il faut que vous compreniez justement quelles sont les questions qui se posent et quelles sont les actions qu'ils vont prendre par étape. Et je remets ce livre en avance que voilà, c'est très important. Et l'idée ici, c'est aligner le contenu avec leurs problèmes et vos services. Et c'est vraiment cette phase-là qui est cruciale. En gros, c'est là que vous mettez en place vos stratégies. Et en gros, vous avez maintenant l'étape 3, on va dire, content mapping, où vous avez vos étapes. Vous avez déjà pensé à quel type de questions ils se posent. Vous avez vos personas et vous avez vos services. Ici, j'ai que mis un service. Imaginez que vous avez 3-4 services. Vous vendez, je sais pas moi, du design,
vous vendez de l'implémentation web et vous vendez, je sais pas, de l'opération ou du cloud ou de la, je sais pas quoi, bref. Et donc là aussi, vous pouvez avoir différents niveaux par service, hein, parce que par service, il y a peut-être différents personas et aussi même différentes étapes. Donc, on peut devenir compliqué, mais on va rester simple. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de faire du content mapping et déjà se dire, quels sont les contenus qu'on va devoir créer par étape, par personne et par service. Je ne sais pas si je suis clair. John, est-ce que je suis clair pour toi? Ouais, je pense que c'est clair. En gros, peut-être faire un résumé avec d'autres mots. C'est pas parce que t'es pas clair, c'est juste parce que c'est bien de résumer d'une deuxième manière. Mais en gros, vous avez différents services. Vous faites une matrice en fait. Vous avez vos étapes, vous avez vos personas en ligne, vos étapes en colonne et vos services. Et à chaque fois, en fait, pour chaque persona X étape, X service, il y a des questions qui se posent et on va poser ces questions et poser les contenus qu'il faudrait écrire. Exactement. Et donc là, on a mis des étapes pour que ce soit un peu, on va dire, structuré. Mais en fait, tout se mélange un peu. Hein, parce que l'étape d'après, c'est trouver des idées de contenu. Mais on a déjà vu qu'on a déjà eu des idées de contenu au préalable. Normalement, vous connaissez un peu votre marché. Vous avez déjà des idées. C'est pas à l'étape 4 qu'on va commencer à réfléchir. Mais on a mis cette étape en place pour vous donner un peu aussi des idées. Moi, par exemple, un truc que j'ai fait quand j'ai commencé dans ma boîte, là, il y a 3-4 ans, donc il y avait ce produit-là qui s'appelle AEM Cloud. Donc, c'est un CMS dans le cloud, ok. C'était un nouveau produit de Adobe. Et pour trouver des idées de contenu, qu'est-ce que j'ai fait, vu qu'il n'y avait encore rien sur le net? En fait, Adobe a fait des webinars pour justement promouvoir son nouveau produit. Donc, moi, je suis allé m'inscrire à ces webinars. Et en fait, j'ai maté le webinaire en entier. Et à la fin, plein de gens posaient des questions. Est-ce que le produit peut faire ci, ça et ça et ça? Enfin bref, j'ai listé toutes les questions des gens à la fin du webinaire. Et ça m'a donné déjà une idée de pas mal de contenu ou de sujets à mettre dans mes contenus. Après, il y a d'autres méthodes aussi. Hein. Bien sûr, c'est parler avec vos commerciaux. Ça paraît débile, mais franchement, parler avec vos commerciaux. Eux, ils ont toujours les questions, les questions des clients. Parler avec Commerciaux, il y a tu peux aller. Moi, un truc que j'aime bien faire aussi, c'est que, alors, bon, quand c'est un produit qui n'existe pas encore, effectivement, mais sinon, j'aime bien aller dans les forums aussi pour choper les questions dans les forums. Si vous êtes dans des trucs un peu tech, Reddit, etc., c'est pas mal. Sinon, par exemple, dans notre domaine pour Dezio, il y a le forum Gross Hacking France, il y a plein de questions, c'est plein d'idées finalement, de sujets qu'on pourrait traiter, qu'il faudra après retrier. Bref, en gros, vous limitez pas simplement aux outils que tout le monde connaît, SEMrush, Href, etc., quoi. Essayez d'aller bien plus profondément. Et en fait, même s'il n'y a pas de trafic, c'est pas le sujet, en fait. Parfois, il n'y a pas de trafic parce qu'il n'y a pas encore ce besoin, mais il va arriver. Et en fait, peut-être que c'est intéressant de le faire. Et puis, parfois, c'est aussi du contenu parce que du contenu, c'est pas simplement faire du trafic, on le verra après, mais c'est aussi essayer de convertir à la fin. Le but, c'est ça quand même. Ouais, exactement, ouais, c'est vraiment ça le but aussi. Donc, c'est avant de parler du contenu, on va revenir sur ça. Et là, c'est vraiment pourquoi on fait ça aussi. On va l'expliquer, on va nouveau le redire à la fin, mais l'idée aussi, là, c'est d'être présent. C'est-à-dire qu'on a mis le parcours en place. On veut que notre finalité, c'est que quand quelqu'un va chercher, il va nous trouver. À chaque étape, il va voir notre marque. Il va voir nos contenus sont présents et on va l'accompagner pendant son parcours. Et c'est peut-être qu'au début, vous ne serez pas cliqué ou vous serez juste vu dans la SERP, mais c'est important parce qu'en fait, il faut que votre marque devienne de plus en plus visible au cours de son parcours. Et c'est ça aussi qui permet de donner la confiance. Et peut-être que, voilà, comme dit, vous ne serez peut-être pas fort dans la partie recherche parce qu'il y a d'autres concurrents, c'est top of the funnel. Mais voilà, essayez d'être quand même présent tout le long. Et on verra aussi que ça peut servir pour d'autres canaux, pas que le SEO. Ouais, petite pause. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Si tout est clair, on continue. Mettez juste c'est bon, c'est clair dans le chat, comme ça on sait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tour de BEM, ok, c'est clair. Ok, nickel. Je pense qu'on peut continuer du coup, Sam. Ok, donc là, l'idée, c'est que j'avais donc compris mes clients, j'avais une idée, une stratégie. En gros, c'est que je voulais couvrir cette customer journey avec différents types d'articles. Donc, j'avais ma liste d'articles. Maintenant, c'est créer le contenu. Moi, quand j'ai commencé, j'étais seul dans la boîte. Enfin, seul dans la partie marketing, on va dire. Bien sûr, je n'étais pas seul dans la boîte, mais j'étais tout seul pour créer du contenu. Et franchement, je me suis dit, je vais galérer. Donc, il faut avoir une équipe. Voilà, donc là, c'est l'agence sous risque. Donc,
les rêves de vieux, mais c'est bien. Ouais, il n'y a que des rêves de vieux. Désolé pour les jeunes qui sont là, qui connaissent mes rêves, mes rêves. Donc ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec une petite équipe, on peut déjà faire pas mal de résultats. C'est pas la peine de partir aussi sur embaucher 15 personnes ou bosser avec une agence externe si on est si c'est une boîte. Mais on peut, avec peu de moyens, entre guillemets, avoir beaucoup de résultats et vous allez le voir. En gros, il y avait le stratège, c'était moi, bien sûr, avec mon cigare. J'ai défini la strat de contenu. Je sais où on va aller. Voilà. J'ai deux autres personnes. Eux, c'était des externes, le traducteur et le polisher. J'expliquerai par la suite quels sont ces deux rôles spécifiques. Mais le rôle clé dans ma strat, on va dire, c'était l'expert. Là, dans ma boîte, j'avais plein d'experts. J'avais tous les développeurs, en fait, c'était des experts. Parce que c'est eux qui connaissent comment mettre en place un site web avec ce type de solution. Ils connaissent très bien aussi les questions que se posent les clients. Mais bon, parfois, ils ont juste du mal à le retranscrire d'une façon, on va dire, intelligible et pas trop experte. Voilà, donc, mais en gros, je me suis appuyé sur nos devs. Et donc, voilà à peu près le workflow, comment j'ai créé ces différents contenus. Donc, moi, le stratégiste, je faisais un brief. Donc, pour chaque article, j'essayais de donner une structure assez détaillée voilà, à mes experts. Ensuite, je disais à l'expert, bah, toi, tu vas remplir le paragraphe 3, 4, 5, 6, parce que ça, c'est un paragraphe expert. Moi, je vais faire l'intro. Moi, je vais faire le premier paragraphe qui est what is ou qu'est-ce que c'est le truc, tu vois. Donc, moi, je faisais les paragraphes à peu près simples et je demandais aux experts de faire les paragraphes compliqués où il faut de la valeur ajoutée. Et ensuite, je faisais la conclusion. Et ensuite, je le peaufinais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'expert en fait, me renvoyait son article qui était souvent un peu trop technique. Donc là, j'essayais de le rendre un peu plus simple avec mes mots à moi, avec ce que j'avais compris. Parce que je me dis aussi au final, le client final ou le lecteur final, il va peut-être pas comprendre le langage expert et il va comprendre peut-être mieux comment moi je l'explique, même si parfois c'est un peu faux. Et là, je veux dire, ouais, les experts, parfois, ils m'ont un peu, on va dire, pour être gentil, ils étaient un peu, ils pinaillaient parce que je modifiais des choses qui n'étaient pas exactement vraies. Bon, au final, bref, parfois, il faut juste aussi être un peu simple. Donc, toujours trouver une bonne balance entre le côté un peu trop expert et le côté quand même facile à lire. Donc, voilà, ça, c'est la balance à trouver au niveau du peaufinage. Et ensuite, ce que je faisais, ben, je le polishais. Donc là, le polisher, en fait, c'est Barracuda. Moi, vu que j'ai traduit, ouais. Donc, j'ai pas bossé avec Barracuda. Hein. C'était une demoiselle qui ressemblait pas du tout à Barracuda. Là, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas dit en fait, mais j'ai créé du contenu en 3 langues, donc en anglais, en allemand et en français. Donc, ce que je faisais, c'est que toutes ces parties-là étaient faites en anglais, vu que c'était la langue commune dans la boîte. Et ensuite, moi, je suis pas un anglais comme vous pouvez le voir. Je demandais à un premier trad qui était un peu un sort de trad copywriter qui lui en fait me mettait au propre mon anglais. Donc il revoyait ma version peaufinée, mais il la mettait au propre pour que ce soit vraiment clair pour des gens qui sont anglophones. Et à partir de cette version, on va dire anglaise et propre, ensuite j'ai envoyé en trad à deux copywriters ou à 2 traducteurs. Donc en gros, je bossais avec 3 traducteurs et ici je bossais avec 2-3 experts en fonction des domaines. Et donc, en gros, l'équipe, on était, on va dire, 5-6. Mais eux, ils n'étaient pas tant plein main sur les experts, hein, parce qu'ils devaient aussi faire leur taf, c'est-à-dire bosser et mettre en place des projets. Et au final, quand j'avais fini de faire ces articles, ben, j'ai publié, bien sûr, sur notre blog. Ensuite, je faisais aussi de la promotion. On ne va pas aller dans le détail de ça maintenant, mais voilà, j'ai aussi fait des webinars. Bien sûr. On en parle après, de toute façon. On en parle après, ouais. Mais en gros, voilà à peu près le workflow. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est la clé, honnêtement. Vous allez voir les résultats. Honnêtement, je rank super bien avec mes articles. J'ai réussi à même parfois être meilleur que Adobe, qui est le gros éditeur de solutions. Et tout le monde connaît Adobe, Photoshop et compagnie. Donc, comment collaborer avec les experts? Parce que moi, je pense que ça, c'est clé et que peu de boîtes le font actuellement. Parce qu'en fait, pour plusieurs raisons. D'une, vous n'avez certainement pas l'appui du management. Et ça, c'est un truc qu'il faut. C'est un truc, on va dire, si je veux parler anglais, c'est top-down. C'est-à-dire que si votre management ne comprend pas qu'il faut bosser avec vos experts, ça ne va jamais marcher. Vous allez galérer pour aller choper un expert dans un autre département voilà, et l'intégrer dans votre processus. Il faut l'appui du management. Et là, on parle de gouvernance, en fait. Il faut que le management comprenne que
ça va leur apporter une meilleure image de marque. Et au final, qu'est-ce qu'ils veulent? Les nouveaux managers, ils veulent de l'argent, ils veulent du chiffre d'affaires, et que cette strat va leur apporter plus de chiffre d'affaires. Je peux te couper 2 Ouais, secondes? vas-y, ouais. Il y a une question d'Eric qui demande, mais je pense que ça va avec ce que vient de dire finalement Sam. En fait, vous avez besoin de soutien de. Alors, la question, c'est les devs avaient le temps de rédiger, ça les saoulait pas de le faire, pas de remarques genre je sais pas écrire, au deadline complètement pas respecté. Je pense que ce que vient de dire Sam a un intérêt important parce que si c'est le management, si c'est le management qui leur dit bah si vous avez dédié un peu de temps à ça, ça devient une priorité pour eux. Après, il y en a qui voulaient pas écrire, mais j'ai pris ceux qui sait. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on a peut-être une trentaine de devs dans la boîte qui font, bien sûr, voilà, c'est ceux qui intègrent les projets. Donc le management m'a autorisé à contacter les devs. J'ai sélectionné les meilleurs devs, ceux qui savaient écrire. Il y en avait qui voulaient pas écrire, il y en a qui c'était même pas la peine. Voilà, donc il faut sélectionner le bon dev qui sait à peu près écrire. Les devs écrivent de la doc, hein, donc ils savent écrire. Et donc, en voyant leur doc, vous pouvez aussi voir ceux qui savent à peu près écrire. Il y en a qui participent à des appels d'offres, donc ils savent écrire. Donc, il faut trouver ces devs-là. Il y a des devs qui tapent du code, mais aussi savent écrire, hein, bien sûr. Hein. Donc, il faut trouver le bon dev. Ensuite, il faut que le dev comprenne la stratégie. Donc, tout ce que je vous ai expliqué avant, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, on veut faire ça. Ça, c'est nos clients. On veut écrire du contenu et j'ai besoin de toi parce que je veux que le contenu soit d'un contenu expert. Et je lui ai expliqué le SEO. Hein. Je lui ai dit, voilà, rapidement, je lui ai dit, voilà, c'est important qu'il y ait une structure, il faut que les mots-clés soient dedans. Donc, il y avait une petite formation, entre guillemets, mais en gros, c'était une discussion autour d'un café. Mais voilà, je leur ai expliqué tout ça et je les ai guidés. Donc, je les ai guidés, bien sûr, en leur disant que jamais vous allez dire à l'expert, parlez-moi du sujet A. Non, il faut le guider, il faut déjà que vous aussi, vous soyez un peu expert, entre guillemets, que vous connaissez un peu les étapes ou les sous-parties que vous voulez mettre dans vos articles, mais guidez-les avec des briefs détaillés. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions là, mais… Si, je pense, mais du coup, il y a plein de questions autour de ça. Il y a plein de questions là, qui commencent à popper, donc je vais te les faire. Je vais répondre si je peux, et sinon, je te laisse aussi répondre. Ouais, vas-y, ouais. Tu as Bertrand qui dit « Je vois pas comment ça peut marcher pour du contenu lié à la compétence… Je vois comment ça peut marcher pour du contenu lié à la compétence de dev, mais pas sur… Mais si, par exemple, ils doivent écrire sur la lecture managée ou des brouettes, comment tu les motives à se renseigner, à le faire? Et quel est le ROI contenu, du coup, d'un dev ?» Non, et c'est pas du tout le sujet. Je pense que on s'est mal compris, Bertrand. Le but, c'est pas de défocus les devs sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, mais au contraire d'apporter de la valeur sur leurs compétences. Tu vois, c'est si demain on est une boîte de plomberie, bah, tu as 2 solutions. Soit tu passes par un rédacteur SEO qui va essayer de pomper un peu le contenu à droite à gauche et essayer de faire un truc pas mal, soit tu vas demander carrément à un plombier c'est quoi tes tips pour aller plus vite. Et ces tips vont faire complètement la différence entre l'article lambda que tu vas pouvoir trouver sur Internet sur les plombiers de Paris, Paris 15, quoi, et le plombier qui s'est donné un petit peu du mal et qui va dire ouais, bah moi, en fait, quand je tape 3 fois sur le tuyau, bah, ça marche mieux. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ces petites phrases de valeur. Parfois, c'est pas des paragraphes, parfois, c'est simplement des petits tips, des petites phrases qui vont changer complètement la perception de ton contenu et de montrer qu'en fait, bah, en fait, tu es vraiment expert dans ce que tu dis. C'est un vrai plombier qui a écrit le contenu, quoi. Et donc, ouais, les devs, là on parle de devs parce que dans le cas de Sam, c'était des devs parce qu'ils vendent un produit tech. Mais si demain tu vends des brouettes, bah, va voir des paysagistes, quoi. Ou si tu vends des cuisines, va voir tes cuisiniers, tu vois. Donc voilà. C'est ça. Après, tu as d'autres choses à rajouter là-dessus? Sinon, il y a d'autres questions. En fait. Non, vas-y, continue avec les questions, c'est intéressant. Ouais. Après, tu as Louisa qui dit est-ce que tu as des conseils pour diriger des briefs sur les sujets tech complexes? Je crois qu'on en. Je ne sais pas si on en parle après, mais je sais qu'on voulait en parler de comment constituer un brief en gros. Ouais, enfin, moi, là, j'ai un exemple de brief, justement, que j'utilisais. Bon, là, c'est un brief, d'ailleurs, la petite parenthèse commerciale, Sroo permet de faire des briefs, et ça, c'est un brief généré par Sroo. Mais en gros, moi, l'idée, c'était d'être assez détaillé dans mes briefs. Donc, bien sûr, il y a la partie titre et la partie description, assez classique, mais l'outline, là, en général, il est encore plus détaillé que ça. C'est-à-dire que j'essaie de leur donner la structure. Moi, bon, j'ai un avantage, je suis un ancien dev, donc je savais à peu près ce qu'il fallait qu'ils disent aussi. Donc, je leur structurais vraiment bien H1, H2, H3, et ensuite, je mettais plein de bullet points, dire voilà, parle de ça, parle de ci, inclus ce mot-clé aussi pour les aiguiller. Donc, et je mettais aussi les concurrents, donc ça, j'aime bien aussi partager quels sont les concurrents principaux sur la SERP, genre les 2-3 gros articles qu'ils doivent lire ou explorer pour qu'ils comprennent un peu contre qui on se bat, entre guillemets. Ouais, alors moi j'ai une approche un peu différente de Sam sur ce côté-là, même si on fait concrètement la même chose.
À la fin, la finalité est la même. Mais moi, concrètement, j'ai plutôt l'aspect inverse. C'est-à-dire que je considère que en fait, c'est les experts qui doivent faire le brief, parce que c'est eux qui savent ce qui est important. Et puis après, moi, je repolish le brief pour dire, OK, bon, là, super, tu m'as pondu un truc super expert, etc. Mais là, en fait, tu vas perdre tout le monde parce que c'est beaucoup trop expert. Donc, on va polisher un petit coup et on va remettre un petit peu de marketing dedans, un peu de, voilà, un peu de, OK, on te parle à toi, etc. Parce que sinon, on les perd, quoi. Et une fois on s'est accordé là-dessus, sur le brief bien fait, mais genre avec beaucoup de détails. Moi, je mets vraiment beaucoup de détails dans mon brief. Euh, je mets les tips dedans, par exemple. Tu vois, je mets les H1, les H2, les H3. Mais dans le H3, je vais pouvoir dire, OK, là-dedans, on pensait vraiment à parler des trois coups de... Ouais, clairement. Pareil, pareil, pareil. Et une fois qu'on fait ça, après, limite, euh, c'est là où on n'est pas tout à fait pareil, Sam et moi, c'est que limite, en fait, à partir du moment où le brief est bien fait et qu'il est fait avec l'expert, en partenariat avec le stratège, tel qu'on Sam l'a défini tout à l'heure, après, on peut limite le donner à un rédacteur. Parce qu'en fait, le brief étant tellement bien détaillé, clair, avec les tips, etc., le rédacteur, là, il peut commencer à apporter de la valeur avec les tips du dev. Puis le dev relit. Comme ça, vous ne perdez pas de temps avec le dev qui n'a pas le temps. Le dev, il fait juste un brief. Il ne fait pas plus que ça. Il vous dit, ça, c'est intéressant, il faut en parler. Ça, c'est pas intéressant, on s'en fout. Et il vous met des petits tips à chaque étape. Après, Faites juste les briefs avec eux. Après, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant, en fait, c'est qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas une façon. Il y a deux façons, Ouais. il y a plusieurs façons de faire des briefs. Et après, il y a aussi, en fonction du niveau d'expertise de l'article, est-ce qu'on utilise plus ou moins le dev ou l'expert? Comme l'a dit John, on peut faire le brief avec l'expert et ensuite on donne un rédacteur parce que peut-être c'est un article qui n'est pas ultra expert, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a une limite, enfin, il y a une graduation dans l'expertise. Mais moi, il y a des articles où c'est clair qu'aucun rédacteur n'aurait pu l'écrire. C'était un truc trop technique, il fallait vraiment comprendre le produit et la méthodologie projet. Donc voilà, ça, c'était pas possible. Il y a une question, enfin, il y a encore deux, trois questions, donc je te les passe. Ouais, vas-y, ouais. Donc déjà, il y a de Benjamin qui dit que c'est un peu compliqué de fédérer les devs. Je pense que, en fait, si on comprend que c'est pas leur focus principal, ce qui est normal, c'est des devs, c'est pas leur focus principal, mais qu'on comprend comment faire pour essayer de leur faire gagner du temps, notamment, c'est pour ça que je parlais de leur faire les briefs et pas les contenus, on leur fait gagner du temps. Après, il y a d'autres trucs, par exemple, moi, ça m'est arrivé dans nos contenus marketing pour Dozio de faire carrément une vidéo où ça me prenait encore moins de temps que d'écrire un truc, tu vois, où j'explique le sujet et je prends 20 minutes pour expliquer le sujet, dire ok, ça c'est super important, structurez-le comme ça, machin, etc. Pour parler d'un truc un peu technique dans le marketing, dans le gros, et après je le file à un rédacteur. Le rédacteur, il a la vidéo, il fait son premier contenu et je peux vous assurer que franchement, c'est vachement mieux que le contenu lambda d'un brief lambda fait par un rédacteur lambda. Mais bon, c'est compliqué de parfois fédérer les devs. Mais il faut trouver le bon ou les bons et ça passe par aussi l'éducation, enfin l'éducation au terme, le terme anglophone pardon, mais de leur expliquer pourquoi c'est important, voilà. Et je pense qu'il y en a certains qui sont intéressés et ils vont vous aider. Hein. Et il y a Damien qui demande si tu peux partager des briefs templates ici pour guider les rédacteurs ou guider les experts. Est-ce que tu as des briefs que tu peux partager ou pas? On peut faire du follow-up. Là, je les ai pas sous la main, mais on peut faire un follow-up mais contacte-moi sur LinkedIn et on pourra en discuter. Je pourrais te partager plus de détails sur les briefs que j'ai fait. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Benjamin, c'est ça. C'est plutôt, on parle pas de. Oui, excuse-moi, c'est ça qui était peut-être pas clair. C'est qu'on prend le cas des devs parce que c'était le cas de Sam, mais en fait, ça s'applique à n'importe quelle partie prenante de l'entreprise qui peut apporter de la valeur à tes personas, à ta cible, à ton service, aux besoins, quoi. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, tout le monde dans l'entreprise pourrait avoir ce. C'est pas simplement réservé aux devs, ça peut être bon pour les products. Si vous avez des products, ça peut être bon pour les devs, ça peut être bon pour les marketeurs, pour les sales. D'ailleurs, les sales, c'est sous-exploité aussi dans le C'est clair, non, mais c'est clair. En fait, l'expert a un expert à un moment donné. En fait, on va peut-être revenir là. C'est que à un moment donné, il y a peut-être le dev a peut-être plus d'expertise à ce niveau-là dans la partie préparation. Et peut-être dans la partie exécution, c'est plus une personne de la maintenance qui peut-être un autre expert de votre boîte. Donc en fait, par étape, par type aussi de personne, il y a un autre expert qu'il vous faut peut-être. Imaginons là, on parle à un dirigeant, peut-être que vous parlez avec votre CEO de votre boîte et vous dire d'écrire un article un peu plus inspirationnel. Et là aussi, il faut le guider. Donc en gros, c'est vraiment ça.
exploiter les forces vives de votre boîte pour en tirer le maximum et créer un contenu qui n'est pas honnêtement plat et juste une copie du concurrent. Vas-y, on avance parce qu'on est un petit peu à la bourre, je pense. Ouais. Donc, en gros, les résultats, ouais. Donc, rapidement, j'ai fait une soixantaine de contenus en 3 langues avec des white papers et tout ça avec l'aide des devs. Voilà. On va laisser John expliquer une partie un peu plus théorique. Ouais. En gros, si on revient sur ce qu'on vient de dire, mais pour remettre un petit peu de hauteur sur ça, ce qu'on vous explique là depuis tout à l'heure, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des contenus hits. Donc, en gros, faire en sorte que vos experts fassent du contenu ultra pertinent. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert en fait à améliorer la perception, la crédibilité de votre boîte, etc. Et ça n'a pas forcément vocation à avoir énormément de trafic. En fait, c'est plutôt une étape dans le funnel. Parfois, il y a beaucoup de trafic, parfois, il n'y en a pas. Mais dans tous les cas, ça apporte énormément de crédibilité parce que vous expliquez des trucs concrets, ça apporte de la vision de la boîte, vraiment, ça apporte énormément de choses pour vos prospects. Tu peux avancer? Voilà, donc en gros, le trafic est variable, plus de crédibilité, ça suscite l'intérêt, ça sert la marque. En fait, ça travaille la marque plus que le SEO, donc c'est super, c'est au-dessus du SEO, quoi. Et ça se partage super facilement. Et en plus, comme c'est du contenu expert, c'est un truc que vous n'allez pas, par exemple, partager définition du gros hacking. Tout le monde s'en fout de partager ça sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez peut-être le lire parce que vous êtes au début de votre recherche, etc. Mais à aucun moment, vous allez partager ça sur des réseaux sociaux, sur des forums, sur des trucs. Alors que des contenus experts, ça va travailler sur la crédibilité, mais aussi sur votre netlinking, parce qu'en fait, ce contenu, c'est du contenu qui apporte vraiment de la valeur. C'est pas là juste pour faire du contenu. Et donc, vous allez facilement pouvoir le partager, et même vos lecteurs vont le partager. Donc, c'est super important de faire ce type de contenu. Ensuite, tu peux passer. Au-dessus de ça, il y a le contenu que la plupart du temps les gens font, c'est-à-dire le contenu assez informatif qu'un rédacteur SEO peut faire. Et c'est 90%, on va dire 95% des agences ou des personnes qui investissent dans les SEO, ils font du contenu comme ça. C'est fait avec des rédacteurs SEO qui connaissent le SEO, mais qui ne connaissent pas forcément les subtilités du domaine. Et les choses qui sont importantes. Donc, c'est moins crédible, ça montre moins l'expertise, ça ne convertit pas ou peu. Et ça sera peu partagé, comme j'ai expliqué. Tu peux encore avancer? Par contre, l'avantage de ces contenus-là, c'est qu'il y a généralement, en fait, c'est vraiment une stratégie de contenu SEO à l'ancienne où on va aller chercher les contenus où il y a le plus de volume de recherche et les taper pour essayer de ranker sur des trucs super qui génèrent beaucoup de volume. Mais le but de ces contenus est de pousser vers l'étape 2, c'est-à-dire les contenus experts, dont on vient de parler, pour dire, OK, on t'a parlé de la définition, mais on va te parler maintenant de tips pour crédibiliser ce qu'on vient de te raconter. Et ensuite, on continue encore sur la 3e étape de notre tunnel, qui va être les contenus marketing. Et donc ça, c'est les contenus marketing, concrètement, c'est des landing pages qui, maintenant qu'on t'a montré, on t'a attiré en mettant beaucoup de volume, on t'a montré notre crédibilité, on te fait du contenu marketing pour maintenant, ça y est, que tu passes à l'étape de lead, achat, etc., en fonction de votre business. Donc ça, ce n'est pas des contenus qui ont vocation du tout à ranker, mais cette fois-ci, c'est des contenus qui ont vocation à transformer. Donc c'est des pages de vente assez dédiées à ça, optimisées pour convertir. Voilà. Tu peux continuer. Donc en gros, si on devait faire un système de ça, ça serait une pyramide de contenu comme ça, qui est en haut de top of funnel, j'informe, je capte le besoin, je préqualifie. Le but, c'est ça. Le contenu, là en rouge, c'est le contenu expert, c'est j'essaie de convaincre ma cible. Et le contenu vert en bas, là, c'est je convertis. Et si on devait le faire de manière... Alors, les chiffres sont variables, mais concrètement, il faut que 60% de votre contenu, il soit sur le bas de funnel, en fait. Sur le bas et le middle. Et 40% en haut. Et aujourd'hui, les stratégies de contenu, elles sont vachement portées sur 80% en haut et 20% en bas. C'est dommage parce qu'en fait, vous créez énormément de contenus qui finalement vont convertir à zéro, quoi. Donc votre taux de conversion sur les contenus informatifs, etc., ils vont être, si on devait regarder les stats, j'en sais rien comment vous faites votre truc, mais souvent c'est des contenus qui ne génèrent pas de lead. Donc vous avez produit plein de contenus, mais à quoi bon? À quoi ça sert? C'est pour ça qu'il ne faut pas juste s'arrêter à la partie rédaction SEO avec des rédacteurs SEO, mais pensez vraiment aux étapes d'après dans votre funnel. Et faire ça avec des experts, c'est ultra
ultra important, ultra utile. Voilà en gros. Et donc là, pour rebondir, en fait, là, on peut voir à peu près le funnel. Bon, c'est pas, je sais pas si vous voyez ma souris, mais j'ai créé différents types d'articles. Par exemple, là, c'était 5 articles qui couvraient un peu le parcours client, une personne qui est intéressée par ce produit-là, Adobe Experience Manager. Donc, ils peuvent se poser la question d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est vraiment top of the funnel. Ça, il n'y a pas d'intro d'expert. Et encore, cet article-là, comme je disais, j'ai scrappé tous les webinars pour avoir toutes les questions. Et donc, ça m'a fait un contenu ultra qualitatif. Et ensuite, il y a des différents articles plutôt middle of the funnel ou bottom of the funnel. Comment mettre en place cet outil-là, quelles sont les étapes, quelques types, aussi comment faire pour faire le design de cet outil, comment l'opérer, comment le déployer et faire l'opérationnel. Donc voilà, un peu, et tous ces contenus-là ont été créés par les experts et même j'ai mis en avant leurs photos pour montrer encore plus que voilà, que c'est vrai, que c'est pas du bullshit. Donc voilà un peu pour expliquer. Et bien sûr, ensuite, l'idée c'est que là, je me la pète un peu quand apprenant ces mots-clés principaux là qui correspondent au produit d'Adobe, on arrive premier avec One Inside. Mais le but, c'est pas que d'être premier. Enfin, si le but, c'est d'être premier, mais le but, c'est d'être visible le long du parcours. Donc, chaque fois qu'il tape un truc, qu'est-ce que c'est? Ok, on est là. Ensuite, comment on le fait? On est là. Comment on opère? Et ainsi de suite. Ouais. C'est vraiment ça l'idée, c'est d'être présent tout au long de son parcours. Et ça sert à rien aussi d'être trop présent au top of the funnel parce que il faut vraiment le guider sur la suite. Et voilà, bien sûr, aussi, le trafic a augmenté assez rapidement. En quelques mois, on a passé de 0 à 5-6 000. Voilà, donc franchement, une bonne réussite. Mais ensuite, au final, le trafic pour le trafic, ça sert à rien. Et là, tous les SEO dans la salle, on sont en train de pleurer, mais dire non, mais pourquoi ils disent ça? Et non, mais ouais, en fait, le trafic du webinar, je t'exclus tout de suite. Pardon? Je t'exclus du webinar. Tu sors du webinar. Non, le trafic, honnêtement, le trafic, ça sert à rien. Parce que ce qu'il faut, c'est la conversion. Donc là, peut-être, Jonathan, tu veux expliquer quelque chose? Alors, ouais, en fait, même on revient un cran au-dessus, mais en fait, la stratégie où on inclut les parties prenantes de l'entreprise et pas simplement les rédacteurs ou les SO dans la création de contenu, ça a énormément de valeur. Et ça a de la valeur, du coup, c'est pas uniquement dans le trafic, comme le disait Sam, ça a de la valeur dans plein de choses. Déjà, ça a de la valeur, le truc le plus évident, c'est pour la vente. En fait, vous avez crédibilisé votre marque. Du coup, en fait, les leads, ils viennent plus facilement à vous parce que vous êtes crédible. Je prends un exemple, mais Welcome to the Jungle, leur strat, c'est de faire des contenus ultra experts. Ils ont des contenus aussi haut de funnel, mais ils ont beaucoup de contenus ultra experts faits par des DRH, par des Chief Happiness Officers, etc. Et en fait, maintenant, si vous pensez à recruter, vous voulez être un petit peu au bon endroit, vous pensez direct à Welcome to the Jungle. Et c'est même plus une question de SEO, c'est une question beaucoup plus large que ça. Ça aide la vente, ça aide la notoriété de la marque, ça aide tout. Ensuite, il y a un deuxième cas, mais en fait, on pourrait le décliner sur plein de cas. Deuxième cas, c'est pour les RH. Encore une fois, c'est au niveau de la vision de la boîte, ça apporte quelque chose parce que d'apporter de la valeur montre que vous êtes expert et il y aura des gens de meilleure qualité qui vont vouloir rejoindre votre boîte. Typiquement, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Reforge, mais les articles de Reforge, ils sont écrits et faits, il n'y en a pas beaucoup finalement, mais tous les articles sont ultra quali et ils sont faits par des experts. Et du coup, tout le monde connaît Reforge, alors qu'il n'y en a pas, pour d'autres raisons aussi, mais il n'y en a pas énormément des articles non plus. Et tout le monde connaît Reforge et tout le monde aimerait en tout cas dans le milieu du gros, aimerait aller voir comment ça se passe chez Reforge, quoi. Et ça, c'est parce que, en fait, ils ont réussi à créer des contenus d'experts qui attirent des nouvelles recrues qui pourraient être intéressées, des bonnes recrues, pas n'importe qui, grâce à cette vision-là. Et pareil, ça crée aussi un truc avec la gouvernance au global, dont on parlait tout à l'heure. Ça améliore, ça facilite les recrutements, mais deux, ça améliore aussi la rétention de vos talents. Parce qu'en fait, de les inclure dans les objectifs business de la boîte, par exemple, on prend des développeurs. Prenons les développeurs qui sont en train de coder toute la journée, ou en tout cas dans des aspects tech. Ils n'ont peut-être pas toujours la tête derrière les chiffres. Et est-ce que ça a un intérêt de le faire ou de ne pas le faire? Les intégrer dans ce qui se passe en front et pas simplement dans le produit, quoi. Ça les fait se sentir un petit peu plus à l'aise, un peu plus en accord avec la vision de la boîte. Et finalement, ça permet aussi d'améliorer la rétention de vos talents. Donc en fait, ça a énormément de vertus de travailler avec les experts de votre boîte sur tous les aspects. Que ça soit dans la vente, dans les RH, dans la rétention, dans un peu tout. Et dans la gouvernance de manière générale. Ça apporte une vision énorme. Tu peux avancer. Mais en fait aussi, donc on en parlait, je disais, je ne sais plus qui me disait quel format pour prendre ce contenu, mais en fait, il n'y a pas de règle pour ça.
En fait, si un dev est prêt à faire un webinar direct, super, mais en fait, je doute plus qu'il soit. Enfin, je pense que c'est plus simple pour lui d'envisager de faire un brief, un article que de faire un webinar. Mais en fait, une fois qu'on a un article, prenons le cas d'un article, on pourrait commencer par autre chose. En fait, une fois qu'on a ça, contrairement à un contenu définition gros hacking, où on ne va pas pouvoir faire grand-chose de ce contenu, là, on va pouvoir le décliner en plein de choses. Et donc, d'un contenu, on va en faire plein de choses. Des webinars, un webinar sur le sujet, un petit dash sur le sujet, un podcast sur le sujet, un lead magnet sur le sujet, des calls d'email sur le sujet. Et en fait, tout ça, on ne pourra pas le faire avec du contenu fait par un rédacteur SEO lambda sur agence de gros hacking ou je sais pas quoi, ou sur c'est quoi du gros hacking. Par contre, avec du contenu d'expert, ça se décline bien. Donc, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus long de créer ce premier contenu, première pièce de contenu, parce qu'il faut intégrer plus de personnes dans la boucle. Mais en fait, une fois qu'on en a un, on le décline, on étire le contenu, on fait 5 trucs avec. Et le temps qu'on a perdu à créer ce contenu, on le regagne avec tout ce qu'on peut faire derrière. Et qui peut apporter, encore une fois, énormément de valeur dans la vision, dans les leads, dans tout. Donc voilà. Donc en fait, ces contenus ont une valeur même après leur cycle de vie de contenu. Ouais, et on va aller au-delà du SEO là en fait aussi, parce que là, on va parler de ce que j'ai fait encore chez OneInside. Donc, j'ai créé cette base de contenu, donc avec plein de contenus créés par des experts. Donc, ça m'a permis d'avoir du trafic, d'avoir des leads entrants, bien sûr. Mais honnêtement, le truc qui marche mieux, qui a le mieux marché, c'est faire du outreach, contacter des clients. Donc, en fait, l'idée, c'était aussi qu'on a fait à la main, hein, on a fait de la prospection. On a bien sûr cherché les données sur LinkedIn. On a commencé à faire des séquences d'emails et en gros, toutes nos cibles, on leur envoyait pas des emails froids à la con, dire on est OneInside, travaillez avec nous. En fait, on leur envoyait des articles. On envoyait des articles, on essayait de comprendre à peu près dans quelle étape ils étaient de leur parcours client. On envoyait des articles, on envoyait des petits morceaux d'articles. On a fait des webinars aussi. Justement, comme John le disait, on a un peu découpé tous nos contenus en d'autres types de contenus pour justement inviter ces prospects qui commencent à identifier notre entreprise et qui disent ben ouais, c'est des experts en fait. Et ensuite, voilà, au final, on a réussi à convertir et à se faire des clients. Et honnêtement, ça se compte en millions, honnêtement, hein, quelques millions qui ont été rapportés à la boîte en gagnant 2 ou 3 clients, sachant que chez nous, un client a un gros panier. Et juste un autre point, je veux dire, je ne l'ai pas mis sur les slides, mais par rapport au contenu d'experts aussi, ce que j'ai fait, une méthode sur LinkedIn. En fait, bien sûr, une fois que le contenu était écrit, j'allais le poster sur LinkedIn, classique. Mais ce que je faisais aussi, vu qu'on travaille avec Adobe, ils ont des partenaires managers, donc ils ont des gens, ils ont des commerciaux en Suisse, et moi j'allais leur envoyer le lien LinkedIn et je disais, hey, les mecs, je viens de parler de votre outil. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 effets. Donc, les mecs d'Adobe étaient contents, donc ils partageaient. Donc, j'étais vu par leur réseau, qui est forcément mes cibles à moi. Donc, via eux, j'allais atteindre d'autres clients. Mais aussi, ils ont vu qu'on a créé plein de contenus experts. Et donc, ils pensaient vraiment qu'on était des experts. On était des experts, bien sûr. Mais je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a eu un… Voilà, ils ont dit, voilà, ben, ces mecs-là, tous les bons articles qu'ils créent, ils doivent être trop forts. Et donc, ils ont apporté aussi plus d'affaires. Donc, voilà l'effet, on va dire, vertueux de créer du contenu de qualité à plusieurs niveaux. Et pour finir avec le… Ouais. En gros, si on devait schématiser ça, il y a plein de façons de le faire, mais en gros, c'est les articles top of funnel, les articles experts, les articles de page de vente, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et en fait, de ces articles experts, on peut très bien en faire un lead magnet qui rentre dans des séquences de mails, qui sous un autre format va partager d'autres informations d'experts dans du nurturing et qui repousse vers de la vente. Il y a plein de systèmes à faire autour de comment on exploite les compétences d'experts dans la boîte. Des experts de la boîte dans le marketing. Et c'est rarement suffisamment exploité. Souvent, c'est fait par des marketeurs pour des marketeurs. Voilà, en gros. Je peux passer à la suite. Donc, en gros, là, on est à la fin. Honnêtement, c'est passé super vite le webinar. Je pense qu'on pourrait passer une journée à discuter parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, en gros, c'est comprendre ses clients, c'est clair. Mais tout ça, tout ce qu'on a mis en gros, c'est classique, mais on le répète. Comprenez vos clients, créez du contenu avec vos experts, donc du contenu de qualité. Couvrez le parcours de A à Z. Essayez d'être présent quand les gens cherchent. Essayez d'être présent à ce moment-là. Déclinez les formats. Et aussi prospecter avec vos contenus. C'est des choses qui ne sont pas assez faites.
aussi le SEO et les sales collaborer, ou le marketing avec les sales, donner leur du contenu à partager. Et tout ça, ça va booster votre croissance, que vous allez attirer des nouveaux clients. Et aussi, au-delà de ça, motiver les équipes, parce que tout le monde est impliqué dans cette dynamique. Et quand franchement un dev remarque que grâce à son article ou à son webinar où il a parlé, on a chopé un nouveau gros client, bah, il est trop content. Donc voilà, tout ça, c'est un peu l'idée, c'est que voilà, en gros, c'est impliquer l'entreprise. Hein. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je sais pas si tu as encore des choses à rajouter, Jonathan. Non, c'est ça, mais en fait, vraiment, ouais. Dans ce webinaire, on a parlé, on est rentré par la case SEO, mais en fait, on ne parle pas de SEO vraiment. Là, on parle de stratégie d'entreprise au global et à quel point, en fait, ça peut avoir un impact sur l'ensemble de l'organisation et positif. Hein. Enfin, je veux dire, si c'est bien mené et si c'est accepté par la gouvernance, encore une fois, c'est quelque chose qui est super important. Parce que si vous le faites dans votre coin, bah, ça ne sera jamais intéressant. Et puis vos devs, ils vont dire ouais, mais ok, sur le papier, je suis ok, mais en fait, j'ai toujours d'autres choses à faire. Donc, il faut que ça soit décidé, accepté et mis dans la roadmap de votre gouvernance, quoi. Des personnes qui dirigent, si vous n'êtes pas les personnes qui dirigez vous-même. Ouais. Et au final, voilà, on a parlé de plein de choses aussi. Image de marque, on n'a pas dit le mot image de marque, mais tout ça, ça joue sur l'image de marque aussi. Faire des contenus qualité, être visible, être présent à toutes les étapes. On va rapidement finir, il est bientôt midi. Peut-être qu'il y a encore des questions, je ne sais pas, mais au prochain épisode, juste pour vous dire, on va faire un webinaire. On essaie de faire un webinaire tous les mois. Donc, au prochain épisode, on sera déguisé en Père Noël. Donc, voilà. Et donc, ça sera le 14 décembre. Et on va en fait faire un webinaire où on fera un truc en live. On va prendre des strates de contenu. On demandera à des gens de dropper, de laisser leur site. Et on va analyser votre site en live. Et aussi, on va vous donner des cadeaux. Donc, c'est très important. Venez, si vous avez des cadeaux, il y aura certainement des crédits, des casquettes, des trucs comme ça, des abonnements à des outils. Alors, déjà, personne ne veut tes casquettes. Apparemment, dans le chat, ils ne veulent pas ta casquette. Ouais. Ouais. Et Benjamin qui. Ah non, il a changé d'avis, il veut la casquette. Bah alors viens, le 14, il y aura des casquettes à gagner, voilà. Donc. Ouais, casquette. Il y aura, du coup, il y aura des crédits SRU et probablement aussi des crédits d'Eric, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi le fondateur de Deric et du coup, ça peut m'offrir aussi des crédits pour Deric. Deric App, qui est un outil d'enrichissement de données. Et alors, je ne sais pas s'il y a des questions encore. Est-ce que, alors, attends, je reprends un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions. Je vous ai envoyé le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, du coup. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, on ne peut pas décaler le webinaire, on n'a plus le choix. Mani, je viens du côté anglophone et lorsque j'analyse la SERP, le contenu francophone est pauvre. Conseilles-tu de faire l'analyse de la SERP anglophone alors que j'aimerais toucher le marché francophone? Ben ouais, pourquoi pas. En plus, souvent, les Anglais, ils ont une avance, un temps d'avance. Donc, autant aller analyser la SERP anglophone et ensuite faire un brief français et écrire un article qui rank. Ouais, et du coup, Benjamin a répondu à peu près la même chose. Donc, merci Benjamin pour la réponse. Après, il y a Eric qui dit le contenu 1, 2, 3 de AEM peuvent pas faire un seul guide au format What, Why, How. Ah non, justement, parce que moi, je voulais pas. Parce que je pense que déjà, les gens que je ciblais n'avaient pas peut-être. Ils n'ont pas le temps de lire un guide qui fait 30 000 pages. Donc, et c'est peut-être plutôt des petits contenus, bien qu'ils n'étaient pas petits, hein, les contenus. Ils faisaient bien du 2000 mots. Donc, si je vais faire un 10 000 mots, jamais ça aurait été lu, ça aurait été trop compliqué. Donc, non, ma stratégie, c'est vraiment d'être plus. Moi, je suis parti. Moi, je pense qu'il y a un truc qui rentre de plus en plus en compte aussi dans le SEO. Alors, beaucoup diront que c'est pas le cas, mais je suis pas de cet avis. C'est l'UX, et je pense que typiquement des articles de 10K, ça peut être lu si l'UX est irréprochable. Par exemple, si on fait des blocs au début en disant ok, tu veux lire cette partie, clique là. Non, c'est clair. Et que ça soit assez bien foutu. Parce que si on arrive sur un truc de 10K d'un coup, ok, ça fait mal, quoi. Non, mais là, c'est l'UX de lecture. C'est ça qu'on parle de l'expérience de lecture est importante. Si les gens ils arrivent sur votre site, ils juste envie de dégager, c'est mort. Donc, ouais. Si j'ai beaucoup de visites sur certains articles, mais que je ne convertis pas derrière, que dois-je en conclure globalement? Je donne trop d'infos dans le contenu? Non, moi j'aurais dit plutôt l'inverse du coup. C'est que tu donnes des infos. Enfin, faudrait voir ce que tu fais, tu vois, mais peut-être que justement tu te retrouves dans des contenus qui sont assez informatifs et qui du coup apportent pas assez de valeur pour crédibiliser ton propos. Et du coup, en fait, tu te retrouves dans une phase où, ok, tu as pas mal de trafic, mais tu n'as personne qui convertit parce que tu es dans l'informatif, quoi. Tu n'es pas dans la démarche de conversion.
Et c'est ça exactement, en fait, c'est quoi le but de ton article? Est-ce que c'est convertir ou convertir à l'étape d'après? C'est-à-dire que l'emmener à l'étape suivante où là, il va lire encore et au final, il va convertir. Donc, je pense que si tu vois une vue un peu funnel ou étape, tu peux comprendre quel est le but de ton article. Alors peut-être que tu vois, si tes articles sont dans une thématique où vraiment le but c'est de. Enfin, tu as apporté de la valeur et il y a une raison qui convertisse à ce moment-là, peut-être que du coup, bah, tu dois rajouter une étape dans tes steps de contenu en te disant, bah, en fait, si les mecs convertissent pas, peut-être qu'avant d'essayer de les faire convertir directement, peut-être qu'il y a une étape que je manque, que j'ai loupée dans mon funnel, dans mon customer journey. Peut-être qu'il faut que tu revoies cette étape en te disant, bah, en fait, là, s'ils n'arrivent pas à convertir, c'est qu'il y a un trou dans la raquette, il y a quelque chose qui manque. Peut-être que c'est du contenu, peut-être que c'est les inscrire à une newsletter pour qu'en fait, ils ont besoin de plus de crédibilité encore. Peut-être que c'est tout est envisageable, mais l'étape de Customer Journey, là, dont on a parlé au début, est vachement intéressante. On pourrait auditer ton site alors, Benjamin. Ouais. Pour ceux qui veulent, inscrivez-vous et on en prendra 3 au pif et on fera une strat de contenu, on essaiera de faire ça. Ça sera du live, donc il faudra nous excuser si c'est bancal. On est plutôt d'accord généralement, ça et moi. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette histoire avec vous. Et j'ai remarqué qu'honnêtement, franchement, j'aurais pu parler 4 heures, 5 heures. Il y a tellement de choses à dire. On a plein de choses qu'on n'a pas vues. La façon aussi de voir le contenu, la façon de faire du call d'email avec, de faire des webinars. Enfin voilà, bref. Mais bon, on est sorti du cadre du SEO. Ouais. Et pour tous ceux, je sais par exemple que certains d'entre vous là dans le webinaire, je ne vais pas citer les noms, mais ont des sujets autour du netlinking. En fait, faire ça, c'est un moyen de parer à votre problématique de netlinking aussi. Parce que, encore une fois, ça se partage tellement bien, vous apportez de la valeur, bah, du coup, vous allez avoir des liens naturels, quoi. Pas besoin d'essayer de forcer les trucs. Exactement. Bon, on va vous laisser parce que je crois que ça commence à Ouais, ça quitter le chat. En tout cas, merci encore et on se voit le 14 décembre avec des cadeaux et un audit en live qui va être exceptionnel. Incroyable. Et venez nous envoyer des messages sur LinkedIn si vous avez des questions. Proposez-nous aussi des idées de contenu pour les prochains webinars. On a d'autres idées, mais on a aussi envie d'entendre ce que vous voulez. Donc, Ouais. allez, on vous souhaite une très bonne journée et on se voit dans un mois. Ça marche? Bye. Merci à tous.